Mon métier, c'est effectivement d'être océanographe. Dans mon métier, il y a beaucoup de gens maintenant qui étudient l'océan à partir de satellites. C'est pour ça que nous sommes à Toulouse, parce que vous pouvez vous poser la question, il n'y a pas la mer à Toulouse? Non, il n'y a pas la mer à Toulouse, pas encore en tout cas. Et en fait, mais quand on a des données satellites, ça ne suffit pas pour aller dans les abysses, ça ne suffit pas pour mesurer l'état chimique et l'état biologique de l'eau de mer de façon fine, et c'est l'essentiel de mon métier. On va voir ça ensemble. Et surtout, je vais couvrir avec vous le sujet extrêmement important de l'échange du rôle de l'océan dans le climat et comment ça bouge en ce moment. Donc notre planète est bleue, et notre planète pourrait s'appeler la mer. Elle n'a pas de raison de s'appeler la Terre en fait, puisqu'elle est couverte aux 3/4 de sa surface par des eaux salées. Donc ça, c'est juste pour un petit rappel. Alors, une chose importante, dans la première partie de la conférence, je fais un mini-cours sur comment ça marche l'océan et l'atmosphère. Donc, j'essaye d'être le plus pédagogue possible, mais nous avons sur Terre 3 compartiments majeurs. L'océan, dont on va beaucoup parler, qui couvre les 3/4 de la surface de la Terre et qui représente 1,4 milliard de mètres cubes d'eau, 4 km de profondeur en moyenne, une température moyenne de 2 degrés, enfin bref, une immensité abyssale, etc. Mais en permanence, cet océan échange avec l'atmosphère de la chaleur, on va le voir en détail, de l'eau par évaporation, pluie, et des gaz. Et tout ça, on va beaucoup le discuter. Mais il échange aussi avec les continents des éléments chimiques. L'érosion, quand vous regardez un fleuve, lorsqu'il vient d'y avoir une crue, il est tout marron, il amène des éléments de la matière solide, bourrée d'éléments chimiques, et même quand c'est que dissous, quand il n'y a pas forcément la matière solide qui a été drainée par les torrents, il y a des éléments chimiques qui arrivent à la mer. En fait, c'est simple, tout arrive à la mer un jour, y compris les mégots de cigarettes, y compris les produits chimiques que l'on consomme. Quand on va traiter de la première chose, c'est que la circulation océanique redistribue cette chaleur. Et on va prendre pour ça exemple le Gulf Stream, parce que beaucoup de gens connaissent le Gulf Stream. C'est un courant qui est extrêmement célèbre, en particulier en Bretagne Nord, puisqu'il serait responsable, je cite ma maman, d'un microclimat qui fait qu'il y a des palmiers dans le jardin à Loquirec. En fait, vous regardez le soleil, de temps en temps il y a de l'anglais, mais c'est pas très grave, je traduis. Donc il y a le soleil qui éclaire la surface de la Terre à la perpendiculaire du coup à l'équateur, et du coup ça chauffe très fort. Il y a beaucoup de watts par mètre carré ici, il y en a beaucoup moins au pôle, sauf que ça serait figé s'il n'y avait pas la circulation océanique. Mais ce que nous montre cette image de satellite, cette image de couleur qui représente en rouge le chaud et en bleu le froid, hein, comme sur les robinets, ben vous avez ici le golfe du Mexique, c'est pour ça que ce courant s'appelle le courant du Golfe, où se forme le Gulf Stream. Il sort au sud de la Floride, ici vous avez Cuba, il va longer un petit moment les côtes des États-Unis pour partir en diagonale, et on va voir où il va partir. Il va partir en continu, là c'est un courant chaud qui part vers le nord et qui va aller irriguer par, nous on appelle ça la dérive nord-atlantique, il perd un peu son nom de Gulf Stream, il arrive sur les côtes de la Bretagne un petit peu, hein, mais surtout il va partir dans les mers de Norvège, etc. et à la partie justement est des côtes groenlandaises, il ne touche pas les côtes groenlandaises. Là, c'est un courant froid qui redescend depuis les pôles. Et donc ça, c'est important parce que, par exemple, les côtes de Norvège ne sont jamais englacées, alors que les côtes du Groenland sont systématiquement englacées. Donc il va partir vers le nord, il va faire une petite boucle et pleine circulation, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je vous montre partout, mais quand il arrive au nord, ici on le prend comme si on le regardait en coupe, c'est-à-dire qu'on s'est mis en coupe et puis on regarde, on est un spectateur et on regarde eh bien, la pente du continent tout au nord, la pente des îles et de tout ce qui se passe au nord, le Spitzberg par exemple, et on regarde que notre chaude, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Elle rencontre des eaux plus froides et des airs plus froids. Ici, elle a pris du chaud à l'atmosphère, elle l'emmène vers le nord et elle va rendre ce chaud au fur et à mesure de son transit à l'atmosphère quand on va arriver vers les latitudes les plus nord. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme cette eau chaude qui coule, elle coulait en surface, hein, le Gulf Stream, alors ce qu'on appelle la surface, nous c'est les premiers kilomètres 500, hein, c'est pas les premiers 10 mètres, d'accord? C'est pas la plage. Mais elle coule en surface ici,
Et elle est haute parce qu'elle est chaude, donc elle est légère, elle est peu dense, exactement comme l'air chaud monte, l'eau chaude est légère. Et progressivement, comme elle va être froide, et comme elle soit formée aussi dans une zone d'évaporation où elle a beaucoup de sel, elle est assez salée, elle devient froide et relativement salée, qu'est-ce qui va se passer? Elle est dense et elle va plonger en profondeur, et à cause de Coriolis, à cause de la topographie, elle repart vers le sud. Vous voyez ici notre courant froid. Alors ça se passe ici et ça se passe aussi dans ce que l'on appelle la mer du Labrador. Et pouf, 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 ça repart, mais ça repart pour faire le tour du monde. Ça ne s'arrête pas là. Et vous avez la flèche violette, donc on reprend mon Gulf Stream, c'est la flèche rose. Et la flèche violette, ça c'est un courant qui coule entre 2 et 4 km de profondeur tout le long des côtes des États-Unis, du Brésil, et qui va partir tout autour du monde, tourner autour de l'océan Antarctique dans le sens du vent des globes, et qui va aller irriguer l'océan Indien, l'océan Pacifique, et vous voyez des flèches roses, eh bien l'eau elle ne s'échappe pas, l'eau elle reste sur Terre, l'eau elle tourne, l'océan tourne comme ça, et ça revient par les détroits indonésiens, et puis par le Bon Esperos, et puis par le Cap Horn, et puis hop, on retourne le Gulf Stream, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et à votre avis, ça met combien de temps à tourner comme ça? C'est le 2 ans. Alors c'est bien parce que vous avez démarré très vite, pour le juste prix, c'est un peu plus que ça, hein, quand même. Hein. 15? Non, plus. 1000. C'est 1000 ans, oui. Ça met 1000 ans à faire le tour, exactement. Je ne sais pas si vous aviez la réponse, monsieur, parce que j'entends toujours des choses. En général, les gens disent très court. Il y en a qui disent 100 000 ans, 1 million d'années, j'ai tout entendu. Mais la plupart du temps, on dit très très court. Non, non, il faut réaliser qu'on déplace des tonnes et des milliards de mètres cubes d'eau et que ça ne se fait pas quand même très très vite. Ça va beaucoup moins vite justement que le vent des globes. Mais ça tourne et statistiquement, quand on a une petite simulation qui vous montre une goutte d'eau qui part de l'Australie, qui fait un petit tour dans l'Indien, qui passe par Bon Esperos, qui va faire un petit tour dans le Gulf Stream et puis qui plonge parce que la couleur rose c'est la surface et la couleur jaune puis bleue c'est 3 km de profondeur. Vous voyez ce que je vous ai raconté, elle est tout à fait... Alors ça c'est une simulation, hein, et on la voit qui va faire 2 tours de l'Antarctique, on redémarre, hop, hop, vous la suivez, elle va au nord, elle plonge, tchouk, elle va partir là comme ça, tac, 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 ça s'appelle un modèle lagrangien pour les spécialistes de la physique, où on suit la goutte, 2 tours, et hop, elle va aller dans le Pacifique. Et puis là, pour le coup, c'est 500 ans, parce qu'elle a démarré là, et puis parce qu'on n'avait pas envie de montrer quelque chose qui fasse exactement 1000 ans. Donc ça, c'est la circulation océanique. Cette circulation, elle s'est mise en place à la fin de la dernière glaciation. Cette dernière glaciation s'est terminée il y a 11 000 ans, à peu près, le temps que tout ça, ça finisse de dégeler et que ça s'installe. Il y a 8 000 ans que cette circulation est stable. Elle est déjà un petit peu perturbée par l'humanité. Mais c'est aussi ces échanges de chaleur d'un bout à l'autre de la planète grâce au mouvement de l'eau et à ces échanges qui conditionnent notre climat d'aujourd'hui, celui qu'on est en train de perturber. L'autre chose dont je veux vous parler avant de démarrer, c'est que cette grande bassine qu'est l'océan, c'est de la physique, ça on vient d'en parler, c'est un fluide qui tourne et qui échange avec l'atmosphère, mais c'est aussi une solution chimique et dans laquelle qui abrite de la biologie. Alors pourquoi une solution chimique? Déjà, il ne vous a pas échappé que la mer était salée, donc elle contient effectivement du sodium et du chlore, et qui, si vous évaporez 1 litre d'eau de mer, vous avez 34 à 35 grammes de sel, et donc 10 litres d'eau de mer, vous avez 350 grammes de sel, elle est sacrément salée. Pour la chimiste que je suis qui analyse l'eau de mer, le sel c'est la plaie la plus totale, parce que nous, ce que l'on cherche aussi à déterminer, c'est tous les autres éléments chimiques, ceux en particulier qu'on ne voit pas là, mais qui vont servir aux éléments, aux organismes vivants, et en particulier au plancton, à se développer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces éléments? Bien, c'est les nitrates, les phosphates, le carbone, le calcium, la silice. En fait, ce sont les mêmes éléments chimiques que ceux qui supportent notre vie à nous. En fait, il y a une continuité dans le vivant. Nous sommes tous faits, et vous êtes tous et toutes faits, de CHONP. Alors C, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore. Tout le monde est fait de ça. On les a ici, et en plus, on a besoin pour vivre de fer, sinon on est anémique, de nickel, de cuivre, de zinc. C'est pareil pour le plancton. Ils en ont besoin, sauf que mon eau salée, elle est extrêmement peu riche dans tous les autres éléments. Un peu en nitrate, azote, ça va, nitrate et phosphate, ça va à peu près.
Disons qu'on les appelle les micro-éléments, mais il y a aussi les nano-éléments, les éléments en ultra-trace que sont le fer, le nickel, le zinc, le cuivre, qui sont essentiels au développement du vivant et qui sont présents à la concentration équivalente d'un individu, par exemple chinois, sur toute la population chinoise. Ça vous donne 1 sur 1 milliard. Donc c'est extrêmement faible, d'accord? Et donc nous, on va aller pêcher de l'eau, ça on n'est jamais bredouille, et puis on va essayer d'extraire, de se débarrasser du sel pour analyser cette espèce d'eau distillée salée, pour comprendre comment se développe la vie. On voit aussi, et je montre ici, que le gaz carbonique, ça va être notre sujet principal, alors il faut suivre comment. Il est dans l'atmosphère, ce gaz carbonique, et il pénètre dans l'océan à l'interface entre la mer et l'atmosphère. Et ce carbone, donc il y a C, il y a carbone, carbone ça sert à la vie. Il est d'abord dissous, et puis il va être fixé par le plancton végétal qui va être brouté par les petites crevettes qui sont l'équivalent de nos lapins, qui va être eux-mêmes mangés par des organismes, comme nous, les humains derrière, mais enfin bon, les poissons, et puis derrière, etc. Et donc la chaîne trophique démarre par ces mécanismes-là. Elle se déroule surtout dans les 100 premiers mètres, parce que de quoi a-t-elle besoin? De la lumière, parce que si vous avez que les éléments chimiques et que vous n'avez pas la lumière, c'est comme vous essayez de pousser un arbre dans le noir. La végétation marine, elle a besoin de lumière. Donc on va avoir ce développement de plancton à la surface qui va fixer le carbone, et si vous suivez avec moi la trajectoire, alors il y en a un petit peu qui repart, mais on va suivre celui qui pénètre, qui rentre. Là, il y a des déchets à la mort des organismes, ils vont tomber au fond de la mer. Ça, c'est ce qu'on appelle une séquestration de ce carbone par la pompe biologique, par la vie, et cette séquestration va entraîner du carbone dans les sédiments marins pendant, là pour le coup, des millions d'années. Et donc ça, ce mécanisme-là, il est très important parce que le carbone, le CO2, on va en parler, mais c'est quand même l'élément chimique, la molécule chimique, c'est pas un élément, c'est une molécule, qui est redoutable pour l'humanité, d'une manière générale. Bon, alors j'ai représenté aussi les fleuves, les polluants, les poussières, vous avez tout ça, tous ces éléments chimiques arrivent à la mer. Ensuite, vous avez la biologie qui se développe, et cette biologie, elle a pour rôle de soustraire, entre autres, du carbone, et puis évidemment pour assurer une ressource importante. 65% de l'humanité vit à moins de 100 km de la mer, c'est parce que vraiment la mer est une ressource essentielle pour l'humanité. Alors après, j'ai représenté aussi des poussières sahariennes, l'Amazone qui décharge aussi énormément de matière. Mais ça, c'est justement des éléments qui vont être essentiels au développement de la vie. Le problème, c'est que ça chauffe. Et ça se chauffe même fort. On va le voir ensemble. Pourquoi ça chauffe? Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui a besoin de réviser l'effet de serre? Une seule suffit pour que je le détaille. Merci. Je n'ai pas regardé votre nom, j'ai pas de note à la sortie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre et pourquoi est-ce que l'on décrit l'effet de serre? Ça, c'est nous, au bord de la mer, il y a une petite rivière, etc., un village. Les rayons solaires, ils arrivent à travers l'atmosphère. L'atmosphère, elle est représentée volontairement ici par cette sorte de paroi. Parce que qu'est-ce qu'elle fait l'atmosphère? Déjà, elle absorbe 20% des rayons solaires, 30% sont envoyés vers l'espace et 50% seulement arrivent au sol. Sauf que ça, c'est quand vous voyez la lumière, comme par exemple en ce moment, et en particulier le soleil. Mais la nuit, quand tout est éteint, vous sentez bien que la terre est chaude, les murs sont chauds, etc. Eh bien, c'est les rayons infrarouges. Et vous voyez, ces rayons infrarouges, ils sont absorbés par l'atmosphère à 95%. C'est-à-dire que l'atmosphère fait comme un cocon et elle garde les rayons infrarouges qui sont réémis par le radiateur qui est créé par ce premier chauffage. Il n'y en a que 5% qui repartent vers l'espace. L'effet de serre, c'est ce qui permet à la vie de se développer. Le premier gaz à effet de serre sur Terre, c'est la vapeur d'eau. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent déjà. C'est la vapeur d'eau. Non, c'est pas le CO2. Même si c'est la vedette du jour, ça n'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. La Terre, la distance de la Terre par rapport au Soleil fait que nous avons de l'eau sur Terre qui est sous forme vapeur, sous forme liquide et sous forme solide. Solide, c'est la glace, liquide, c'est l'eau, et évidemment vapeur.
l'atmosphère. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien la Terre serait inhabitable. Sans vapeur d'eau, la vie serait impossible, alors qu'avec vapeur d'eau, la vie est possible parce que la température moyenne de la planète, c'est 15 degrés. Et ça, c'est essentiel à comprendre. L'effet de serre, c'est pas négatif au départ. Le problème des gaz à effet de serre, dont on va parler, gaz carbonique, méthane, etc., c'est que ce sont des produits de notre activité humaine. On brûle, on chauffe, on a des usines, on se transporte, on a arraché des pétroles et du carbone fossile qui étaient dans le sol depuis des millions d'années et on l'a transformé en carburant et on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on a tourné le bouton de ce phénomène naturel qu'est l'effet de serre, le bouton du thermostat, et on augmente la température. En fait, ça, c'est la concentration de gaz carbonique. J'essaye de montrer très peu de courbes, mais celle-là, elle me plaît énormément. Mais je vais vous la raconter. C'est la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère il y a 800 000 ans, il y a 700 000 ans, il y a 600 000 ans, etc., jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment on a fait pour l'avoir il y a 800 000 ans? On n'y était pas. Hein? Comment on a fait? Ce sont des forages dans l'Antarctique qui sont faits jusqu'à plusieurs kilomètres, qui permettent de remonter dans le temps, parce que lorsque la glace se forme, il y a des petites bulles d'air de l'atmosphère du moment qui sont piégées, et quand le chercheur il arrive et qu'il prend une carotte, on appelle ça une carotte, hein, parce qu'on n'est pas très originaux, une carotte de glace, c'est-à-dire un cylindre, il va aller couper en bas et il va trouver à 3, non pas tant que ça, mais enfin quand même, il va trouver à un moment donné une glace qui a 30 000 ans, ou 100 000 ans, ou 200 000 ans, etc. Donc ça c'est passionnant, parce que ce que l'on voit, c'est que la concentration de gaz carbonique dans l'air était de 250 à 280 ici. Le maximum qu'elle ait atteint pendant les 800 000 dernières années, c'est 280 parties par million. Et vous voyez qu'en 1850, c'était aussi la concentration qu'on avait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est 410. Vous voyez que jamais, alors là c'est Néandertal, Homo sapiens, etc., jamais dans les 800 000 ans, on a atteint d'abord ces valeurs qu'on a aujourd'hui, et en plus la vitesse à laquelle on a changé la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère dans ces derniers 170 ans exactement. Donc les travaux des chimistes en attestent l'origine humaine, et ça c'est ce qu'on attribue, et c'est la combustion des énergies fossiles, on brûle, donc on consomme de l'oxygène, etc., et on attribue ça évidemment à l'activité humaine. Alors, ça c'est les accords, la COP 21, ça c'est Marrakech la suivante, j'y étais aussi parce que notre train il avait eu tellement de succès qu'on est allé au Maroc, et puis récemment Belfast, etc. Ça n'est plus ce que l'on reconstruit, sauf sur la partie noire de la courbe, c'est ce que l'on prévoit. Évidemment, on n'est pas encore en 2100, on n'est même pas encore en 2024. Mais par contre, avec les modèles climatiques que l'on établit, on est capable, avec des scénarios. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Un scénario, c'est de mettre autour de la table des économistes, des agronomes, des spécialistes de la pêche, des spécialistes de la société humaine, et de dire si on continue avec une activité qui est basée énormément, à 80%, notre énergie dépend du pétrole, si on continue de cette façon-là à brûler autant de pétrole, etc., quelles vont être les émissions? Ça, ce sont les émissions dans le futur. Alors là, voilà, ce qui va se passer, c'est que si on continue comme aujourd'hui, on va monter, et donc on va augmenter, en ayant augmenté le gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre, on augmente la température. Si au contraire, on arrive à être sobre, et là on touche les accords de Paris, le scénario sobre, c'est le fameux scénario du 2 degrés qui a été revu ensuite à 1,5 degré. Si on devient sage, eh bien on limitera cette augmentation à peut-être 2 degrés, je ne suis pas du tout sûre qu'on va y arriver. Pas du tout, du tout. Voilà. Mais ça, c'est en fait, là, aujourd'hui, on est sur une tendance pour la moyenne de la Terre à 3 degrés, 3,5 même. Ce qui est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, on va le voir. Donc il y a eu quand même une réduction par rapport à ce fameux scénario dit du laisser-faire. Mais pour l'instant, c'est encore très haut, et pour la France en particulier, ça risque d'être plutôt 4 degrés. 4 degrés, c'est catastrophique.
Alors, le monde, est ce que aujourd'hui on l'appelle, donc ça c'est le dernier rapport de l'IPC, du groupe de recherche sur le climat, on est dans le monde du sans précédent depuis, donc vous l'avez vu, au moins 1 million d'années, et nous vivons une rupture à l'échelle de l'espèce humaine, avec une surface de banquise arctique qui est plus réduite depuis 1000 ans, à peu près, au moins, le recul des glaciers sans précédent depuis au moins 2000 ans, et la montée du niveau de la mer, on va en parler, c'est la plus rapide depuis au moins 3000 ans, et la concentration de gaz carbonique est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Donc on a fabriqué un nouveau monde. D'ailleurs, il y a tout un débat autour de est-ce que c'est l'anthropocène, etc. Si on ne fait rien, les effets attendent. Ça, c'est ce qui est prévu dans les rapports du groupe d'experts sur le climat depuis longtemps, c'est pas d'hier. Et vous voyez, chaleur extrême, dôme de chaleur en ce moment sur la France, forte précipitation, grosse inondation, il y en a eu au Pakistan, il y en a eu en Belgique, en Allemagne, il y a des inondations terribles et sécheresses, en particulier des fortes précipitations avec des typhons qui augmentent considérablement. Sécheresse, je vous rappelle que tout le sud-est de la France est en stress hydrique. Conditions météorologiques propices aux incendies, ça flambe partout, Tenerife en ce moment, etc. Et l'océan, on va en parler ensemble, un réchauffement, oxydation. Alors j'aime bien montrer cette carte parce que, comme je vous ai dit, tout va à la mer et les rivières en particulier arrivent à la mer. Et ça, c'était une carte qu'on avait dans le train du climat. C'est une simulation de la réduction de l'enneigement, donc de la limite pluie-neige dans nos montagnes, Pyrénées, alors en été à la fin de ce siècle, c'est-à-dire dans 75 ans. C'est-à-dire que les gens jeunes qui naissent aujourd'hui connaîtront ça. Réduction extrême, bon en gros, il faut oublier d'aller faire du ski dans les Pyrénées. C'est pas terrible non plus dans les Alpes. Et une des conséquences, c'est le débit des rivières. Le débit des rivières comme celui de la Garonne ou comme celui du Rhône va considérablement baisser. Donc il baisse déjà, c'est quelque chose que l'on mesure, et il serait à la période d'été plus de 50% plus faible que ce qu'il est aujourd'hui. Or, sur ces rivières, on vit, d'une part, il y a des agglomérations, il y a l'agriculture qui dépend de ces rivières, etc. Mais aussi, on y a construit une centrale nucléaire là, une centrale nucléaire ici, et un certain nombre de centrales nucléaires sur le parcours du Rhône, par exemple. On ne peut pas refroidir quand il n'y a pas d'eau. Et en ce moment, la centrale nucléaire de Golfech, qui est à côté de chez nous, elle est arrêtée 2 mois par an, à peu près en été, parce que la Garonne ne suffit plus à refroidir cette centrale nucléaire, ce qui doit être à intégrer quand on commence à réfléchir aux énergies dites non émettrices de gaz à effet de serre du futur. Diapositive suivante. Elle est compliquée, alors je vais vous la raconter avec les mains. Ne la regardez pas, mais c'est très simple en même temps. Vous chauffez 1 litre d'eau et vous me chauffez à côté un caillou. D'accord? Qu'est-ce qui va refroidir le plus vite? Le caillou ou le litre d'eau? Alors, qui est pour le litre d'eau? Qui est pour le caillou? Oh, ben vous n'êtes pas nombreux pour le caillou. Ben, c'est le caillou qui refroidit le plus vite. Qu'est-ce que c'est que la brise de mer? La brise thermique? La terre chauffe. La mer reste relativement fraîche. Oui, mais en hiver, la nuit, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui font un peu de bateau? Eh bien, le contraire. Pourquoi? Parce que la mer refroidit beaucoup plus lentement que la terre. Donc, quand on chauffe un caillou, il refroidit plus vite que quand on chauffe 1 litre d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité de l'eau à garder de l'énergie. Eh bien, l'océan, qui est de l'eau, garde 93% de l'énergie qui est émise en excès par l'humain sur ces... Alors, ça c'est la surface, ça c'est le temps, 1980 à 2010. C'est ce qui est stocké comme énergie en surface, c'est-à-dire quand même, quand on dit là encore la surface, c'est les 1000 premiers mètres, et puis en dessous, et puis voilà ce qui est stocké sur Terre. Vous avez plus de 80, en fait c'est 93%. L'accumulation d'énergie sur la planète se fait où? Elle se fait dans la mer. Cette énergie en trop qu'on émet nous, elle se fait dans la mer. Or, je vous ai dit, la circulation océanique, c'est un échange de température et d'énergie entre l'atmosphère et l'océan. Si on pousse la partie mer, on va changer la circulation océanique. Et c'est quelque chose qu'on surveille de très très près, en particulier avec le Gulf Stream. On en reparlera, mais il ne s'arrêtera pas. Mais les mesures
que l'on fait dans le passé, les mesures paléo qui nous permettent de reconstituer les circulations, témoignent qu'il a changé de profondeur, de circulation. Et on n'arrête pas une machine comme l'océan. Il ne faut pas croire que d'un seul coup, pouf, ça va s'arrêter. Non, non, ça va continuer, mais différemment. Ça, c'est la montée du niveau de la mer mesurée au XXe siècle. Vous êtes entre 1890 et 2010. Le niveau de la mer a monté en moyenne de 17 cm. C'est-à-dire que la montée du niveau de la mer, ça a commencé très très vite avec l'augmentation de la température induite par les activités humaines. Pourquoi? Alors, ça s'accélère aujourd'hui. On était à 1,7 mm par an en moyenne au XXe siècle. On est à 3,4, donc le double aujourd'hui depuis 1993. Pourquoi le niveau de la mer monte? D'une part, parce que on accumule de l'énergie sur les premiers mètres, comme je vous ai dit, et en particulier on chauffe. Donc on dilate la mer. La mer va monter par dilatation. Et l'autre cause, c'est que les glaciers fondent. Les glaciers, c'est de la glace solide qui est stockée sur des terres. Donc vous avez le Groenland, l'Antarctique, les glaciers andins, les glaciers d'Himalaya et les glaciers évidemment alpins. Tout ça, ça diminue. C'est de l'eau solide qui se transforme en eau liquide, qui va dans les torrents, qui va dans les rivières, et tout arrive à la mer. Et les causes de l'augmentation du niveau de la mer, c'est 40% dû à cette dilatation et 60% à la fonte des calottes glaciaires, ce que l'on appelle des calottes. Attention, c'est pas la banquise. La banquise, c'est la glace qui se forme l'hiver et qui fond l'été. C'est le glaçon dans le verre de pastis, si vous voulez, et en fait ça va pas changer le niveau, hein, parce que les climato-sceptiques, la première chose qu'ils regardent, c'est ça. Ils nous disent non, mais de toute façon, vous racontez que ça va monter au niveau de la mer, nanana. Non, c'est la glace, et on mesure dans mon laboratoire la montée. Alors déjà, le niveau de la mer, il est mesuré extrêmement précisément à Toulouse, parce que c'est vachement bien d'avoir, au-delà des marées graves, d'avoir un satellite pour faire ça. Et on pourra discuter de comment on fait ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on mesure aussi, très précisément, avec des satellites aussi, la fonte du Groenland, à la fois en altitude, quand il perd de l'altitude, et en masse que cela représente. Et avec ces simulations-là, si tout le Groenland fond, c'est 6 à 7 mètres de plus de niveau marin. Si l'Antarctique fond, ça c'est très peu probable, mais il est attaqué quand même un petit peu à certains endroits, c'est 120 mètres de plus de niveau marin. Là, pour le coup, on commence, mais 6-7 mètres, c'est déjà pas mal, hein, mais aucun des deux ne fondra complètement, mais c'est pour vous donner une idée des volumes que ça représente. Alors justement, projection, là encore, c'est une courbe. Là, la partie que l'on a mesurée, ce niveau marin, on le mesure, le premier marégraphe, il a été mis en place à Marseille. On se demande pourquoi il n'y a pas de marée là-bas, mais bon. La première mesure du niveau de la mer par un marégraphe, ça a été mis en place à cette époque-là, et donc on a des données qui permettent de mesurer déjà qu'aujourd'hui on a une augmentation du niveau de la mer, ce que je vous ai montré, et puis selon que l'on est très gaspilleur et très consommateur et très qu'on se déplace partout à toute allure et avec plein de choses qui vont vite, ou selon qu'on est sobre, et ben même si on est sobre, on a 40 cm de plus de niveau marin à la fin du siècle. On va faire un petit focus sur la Méditerranée. Pourquoi? Et je vais vous montrer les histoires de niveau marin un peu plus précisément avec la Méditerranée, puis on reviendra en Bretagne. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, c'est une petite océan. Il y a la circulation, vous avez des eaux qui rentrent fraîches et puis qui vont aller se réchauffer dans le fond là-bas et repartir à Gibraltar, etc., etc. Elle reste 80 ans, l'eau en moyenne dans la Méditerranée. Je vous fais pas le quiz, moi j'aime bien cette image, elle est très belle. On voit qu'il fait plus chaud au sud qu'au nord, rien d'exceptionnel. La Méditerranée, elle concentre tous les problèmes que nous allons avoir à l'échelle de l'océan à terme. Alors ça, par exemple, c'est la variation de température à attendre dans le scénario du laisser-faire et dans le scénario au contraire tranquille, c'est-à-dire où on est sobre, à la fin de ce siècle, entre 2070 et 2099. C'est la différence avec la même période exactement du siècle dernier. Donc à la fin de ce siècle, on aura jusqu'à 4 degrés de plus en Méditerranée. Et si on est sage, on aura 2,6 à 2,8 degrés de plus. Est-ce que vous avez entendu à la radio que la Méditerranée, en ce moment, elle est 3 à 4 degrés de plus chaude par rapport aux normales saisonnières? Qu'il y a un an, au mois de juin, au large de Marseille, l'eau elle était à 6 degrés de plus
que, alors ça c'est très bien pour les baigneurs, hein, une eau à 27 degrés, super. Le problème c'est qu'à l'intérieur de la mer, il y a des organismes vivants. Vous avez en particulier les gorgones. Les gorgones, ce sont des coraux qui sont rouges, qui sont très très beaux. Ben, dans les 10 à 15 premiers mètres, vous n'en trouvez plus. Elles sont mortes. Elles descendent en profondeur, parce qu'en profondeur, elles se protègent des vagues de chaleur. Ce que l'on appelle une canicule marine, une vague de chaleur marine, c'est donc ce qui arrive et dont on entend parler en ce moment. Ça tue une partie de la biodiversité et c'est comme un incendie. En fait, quand vous entendez ça, il faut vous dire qu'il y a un incendie sur la Méditerranée. D'accord ? Alors, bon, Toulouse, Montpellier, Perpignan. C'est pas parce que vous êtes loin, mais je recale un peu les lieux parce que ça, c'est une zone qui va être extrêmement sensible à beaucoup de choses. Alors, aux crues et aux événements extrêmes. Alors, pourquoi ces crues et ces événements extrêmes vont augmenter? Quel est le phénomène qui déclenche les crues extrêmement violentes de l'Hérault, de la Vidourle, du Gard, un petit torrent insignifiant qui d'un seul coup devient un monstre? C'est parce que l'eau chauffe en été, s'évapore. Les masses d'air vont soit sur les Pyrénées, soit sur les Cévennes, soit le drame de la Roya sur les Alpes. Et à ce moment-là, elles rencontrent de l'air frais, on est au mois de septembre-octobre, et là, brum, ça tombe d'un coup, et puis voilà, ça donne des choses comme ça. Et ça va s'intensifier puisque la mer va chauffer plus, puisque l'on réchauffe l'atmosphère. Donc quelques coûts, 650 millions d'euros au Cannes en 2015, 10 épisodes sur les Cévennes, c'est 500 millions d'euros, etc., etc. La deuxième chose, c'est le niveau de la mer. Je reviens à la question du niveau de la mer, c'est quand même quelque chose qui est très préoccupant parce que la machine est lancée et le niveau de la mer est en train de monter et va nous toucher tous. Et donc on entend parler maintenant sur le bulletin de la submersion. Quand il y a une grande marée, vous entendez ça, on va voir aussi une dépression et tout, pourquoi on parle de ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une submersion? Justement, c'est très très important de comprendre pourquoi c'est quelque chose de grave. Ça, c'est le niveau de la mer, avec juste la marée normale, standard, quand elle ne subit que la marée. Si vous avez une dépression, qu'est-ce que ça veut dire dépression? Ça veut dire que vous avez moins d'air au-dessus de la tête. Vous le sentez pas, mais la mer, elle le sent. Et elle monte de 10 à 15 cm. Donc d'un seul coup, on passe de ça à ça, rien que par une dépression qui passe. Vous avez le vent qui agite les vagues, et vous avez donc à ce moment-là, niveau moyen avec la surcote due aux vagues, vous attaquez des zones sur le littoral qui ne sont pas habituées à être au contact de la mer et qui ne se sont pas équilibrées avec la mer et donc qui vont se faire éroder très violemment. L'élévation du niveau de la mer va induire des submersions marines plus intenses et plus fréquentes, vont intervenir dans un contexte de forte exposition au risque de submersion temporaire. Là, je vais vous citer quelque chose. Je ne sais pas si à Tréverdun vous utilisez le petit bain. Est-ce que certains d'entre vous vont jusque du côté de Plestin Non. Bon, enfin, il y a des trucs, il y a des bars au bord de l'eau. Hein. Eh ben, là, il y a la tempête de début août qui était bien d'ouest et qui tapait vraiment fort. Le petit bain, qui est un bar qui est vraiment au bord de l'eau, en face de l'eau Quirec, à Plestin, mais il était en submersion. Et dans le Languedoc-Roussillon, c'est 140 000 logements qui sont concernés par ce phénomène et 10 000 établissements qui emploient 26 000 salariés et ils sont situés dans une zone affectée par un aléa de submersion ou d'érosion d'ici 2100. Alors là, c'est une simulation, la mer est en marron, vous avez l'étang de Thau, vous avez Montpellier et sa banlieue, ici, et regardez, alors ça c'est la superposition d'effets d'une tempête, novembre 82, et simplement 35 cm de plus de niveau marin. Regardez où elle va la mer, elle passe 2 fois, regardez, là, elle rentre dans les jardins, elle rentre dans les plages, elle rentre partout. D'accord? Et quand elle repart, elle laisse de l'eau salée, ça laisse du sel, c'est impropre à la végétation, c'est impropre au verger, c'est impropre à la culture des choux. Ça, c'est la simulation de la Camargue si le niveau de la mer est d'1 mètre de plus, ce qui est probable à la fin de ce siècle. Je vous montre ça parce que vous pouvez vous-même, et je l'ai fait pour vous, aller jouer sur le site, si je peux dire jouer, du BRGM qui propose des simulations comme celle-là. Vous reconnaissez ici donc, la partie du golfe du Lion, le Rhône, la Camargue, avec ce que devient la côte à marée haute pour un niveau de la mer de 1 mètre de plus. Alors évidemment, avant de venir ici, j'ai
extrait la carte de France, donc c'était un peu difficile d'avoir en même temps la Camargue et Dunkerque. Dunkerque est évidemment construit sur des polders, c'est très 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 affecté. Toutes les côtes sableuses sont très affectées, bien sûr. Donc là, on connaît déjà les drames qui se passent sur la côte des Landes. Et j'ai zoomé. Donc vous pouvez aller zoomer. Là, vous reconnaissez la baie de Lannion et Saint-Michel-en-Grève. Ici, donc toute la zone de l'île Grande et de Tréverdun. Vous avez ici toute la zone de Perros. Vous voyez que c'est juste 1 mètre hein, de plus. Donc ça, vous avez le lien pour pouvoir aller voir votre région préférée. Ce que l'on constate quand on connaît bien cette côte, c'est que la côte de Trédresse, par exemple, reste très peu attaquée. Pourquoi? C'est des falaises. C'est pareil pour la zone la zone de Loquirec en falaise, et puis toutes les zones de Bécanfry, etc., Sainte-Rose et tout ça. Là, ça résiste évidemment parce que le niveau de la mer monte, mais il y a des falaises. Mais vous voyez, le fond de la baie ici, c'est une véritable, le fond des baies, c'est une véritable catastrophe. Avec cette pression du niveau de la mer, quelque chose qui est déjà mesuré en Camargue et dans le golfe du Lion, c'est qu'elle pousse les nappes phréatiques, les rivières souterraines qui arrivent. Et donc, ce qui se passe, c'est que les nappes ou la décharge d'eau souterraine se salinisent. Et donc, elles se salinisent très fortement dans cette région parce qu'on a une côte sableuse et beaucoup moins le long des calanques. Et évidemment, c'est beaucoup moins aussi sur nos côtes rocheuses que sur nos côtes sableuses. Mais les paysans de Camargue, par exemple, et de cette région, ils voient très très bien que l'eau devient saumâtre. En plus, comme ils tirent, alors eux ils tirent sur ces ressources et la mer elle rentre. Donc les deux, c'est pas terrible. Mais on va parler de la dernière raison qui fait qu'il y a à s'inquiéter sur nos activités humaines sur la mer. Et c'est très très bien écrit dans Ouest France. Moi, je suis contente, j'ai passé du temps avec le monsieur d'Ouest France, mais il a très bien, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas, il a très bien reporté mon propos. On va parler de l'acidification de la surface de la mer. Jusqu'à présent, je vous ai parlé réchauffement. Le réchauffement, c'est vraiment un problème. On chauffe l'atmosphère, donc on chauffe l'océan. Et cet océan stocke cette chaleur. Et on chauffe cette atmosphère, entre autres, à cause des émissions de gaz carbonique, mais aussi des émissions de méthane, etc. Mais le gaz carbonique, si je prends cette bouteille, qui est faite avec de l'eau plate, enfin dedans, et que je mets du gaz carbonique dedans, je vais l'acidifier. Et ça n'a rien à voir avec le réchauffement. C'est juste que quand vous dissolvez du gaz carbonique dans de l'eau pour la rendre pétillante, vous l'acidifiez. Donc, qu'est-ce que ça va affecter? À la surface de la mer, vous avez des tas de petites algues, qui sont le phytoplancton, qui ont une coquille calcaire comme celle-là. Et vous en connaissez, parce que sur les côtes, il y a les berniques, il y a tous les bigorneaux, il y a les moules, il y a les huîtres, etc. Tout ça, c'est des coquilles calcaires. Or, quand vous voulez nettoyer le blanc sur une fenêtre ou détartrer une cafetière, vous mettez du vinaigre dedans. Le vinaigre dissout le calcaire. Le vinaigre attaque le calcaire. C'est pas le vinaigre, c'est l'acidité du vinaigre qui attaque le calcaire. Eh bien, là, si l'eau de mer actuellement, elle a un taux d'acidité plutôt du côté du lait, c'est-à-dire très très peu acide. Elle est à pH 8. Alors l'échelle pH, c'est un peu compliqué à comprendre, mais elle est légèrement basique. Elle est pas du tout acide. Mais à force de balancer du CO2 en excès dans la surface de l'eau, par les activités humaines, le gaz rentre, comme je vous l'ai montré dans une des premières diapositives, par échange avec air-mer, comme on dit, il pénètre dedans et il fait rentrer, il acidifie les eaux de surface jusqu'à maintenant 1000 mètres de profondeur. C'est toujours pareil, hein, moi la surface, c'est une grande surface, c'est pas la plage. Donc votre gaz carbonique, il induit un réchauffement global, et il pénètre à l'interface air-mer comme un petit peu, il fait des bulles quoi. Eh bien ça va affecter le réchauffement, la circulation, l'augmentation au niveau de la mer, mais la biologie aussi, j'y viens. Et la pénétration du gaz va affecter aussi essentiellement la biologie. Alors qu'est-ce qu'elle fait notre pauvre biologie? Eh bien ceux qui peuvent migrer, comme les maquereaux, même les ormeaux, ben, ils se tirent. Quand il fait trop chaud,
Ben, il n'y a plus de maquereaux dans le golfe du Saint-Laurent. Il n'y a plus d'hormones en Bretagne Sud. Il y en a encore chez nous, mais il n'y en a plus en Bretagne Sud. Ils sont un peu gênés dans le Cotentin, parce que l'eau devant le Cotentin est plus chaude qu'ici. Parce qu'ici, il y a le courant d'ouest qui fait que les eaux mettent du temps à être un peu chaudes. Mais globalement, il y a des migrations, mais il y en a qui ne peuvent pas migrer. Les coraux. Par exemple, les coraux, je vous ai parlé des gorgones, c'est pas par hasard, mais c'est pareil aussi pour tous les coraux de la zone intertropicale. Mais ils ne peuvent pas migrer, donc ils sont attaqués. Et les herbiers, il y a énormément de choses qui est très sensible, je ne suis pas spécialiste de biodiversité, mais qui va être très très sensible à cette augmentation de la température. Et puis évidemment, tous ceux qui sont calcaires sont sensibles à l'acidification. Et typiquement, les ostréiculteurs en Bretagne Sud ont observé qu'ils avaient besoin de 5 ans pour laisser pousser une huître qui avant, enfin leurs huîtres, les mêmes, elles ne demandaient que 4 ans. Et en fait, pour devenir commercialisable, pardon. En fait, ça c'est lié à cette acidification. Lui là, c'est l'ennemi public numéro 1 de l'océan. Et lui, comment vous faites dans votre vie quotidienne pour émettre du gaz carbonique? Vous vous transportez en voiture, vous utilisez beaucoup de matériel ménager, de télé, de téléphone, etc. Ouais, beaucoup d'énergie. Je vous accuse pas, hein, mais nous tous, les humains, on fait tous ça. On fait tout ça, on émet énormément de gaz carbonique au quotidien. Les industries le font, la grande finance le fait, mais nous aussi. On est tous, en fait, on y viendra au moment du débat, mais c'est vraiment important. Sans culpabiliser, on est quand même tous concernés, parce que là, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de la mer. Alors, j'ai des collègues qui ont conduit des expériences en mer de Norvège, parce que le gaz carbonique se dissout plus froide que dans les eaux chaudes, sous ces petites tanks-là qu'ils ont installées dans une baie peu profonde, ils ont augmenté la concentration de gaz carbonique, doublé, triplé, quadruplé, pour voir l'effet sur la biologie en dessous. Donc donc ça a augmenté la pression et la pénétration du gaz. Ça, c'est les résultats de cette expérience. Ça a été conduit il y a un moment. D'ailleurs, la concentration de gaz carbonique était encore relativement faible, elle était à 380 à peu près. Voilà les organismes à la pression atmosphérique du moment. Dans l'eau, c'est une algue, c'est une algue d'une seule cellule qui construit des petites plaques calcaires pour se protéger. Donc vous avez la cellule végétale au milieu et vous avez les petites plaques calcaires autour. Et voilà ce qui va se passer si on double la concentration de CO2 pour cette algue. Ça a été mesuré par cette manip EPOCA qui a eu lieu financée par un programme européen en mer de Norvège. Regardez pour celle-ci, à chaque fois, elle a beaucoup plus de mal à se développer, parlons pas de celle-là. Donc ça, ce sont des algues qu'on appelle les coccolithes, d'une manière générale, parce que coccolithophoridés, mais parce que les petites plaques, ça s'appelle les coccolithes, les petites plaques calcaires. Pour vous donner une idée de l'importance de ces algues à la surface de la Terre, et en particulier chez nous, les falaises de Douvres et d'Étretat sont faites, ces craies, sont faites de dépôts de ces algues quand la mer était là et qu'elle était chaude à l'époque où ça s'est déposé. Et c'est donc des algues qui sont extrêmement abondantes et qui sont une ressource essentielle pour le développement de la vie à la surface de la mer. Donc si on les abîme, c'est pas top. Ça, vous pouvez aller regarder, le lien du BRGM, de la montée du niveau de la mer, avec comment vous pouvez jouer avec ça. Alors en fait, pour faire menace sur les coraux, vous avez ici, alors l'histoire de Michel, effectivement, dans le train du climat, je voulais absolument mettre un aquarium. Et l'aquarium que je voulais mettre, c'était un aquarium en condition d'aujourd'hui et un aquarium avec acidifié, pour montrer dans quel état c'était. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de travailler avec Michel, j'ai travaillé avec l'aquarium de Monaco. Et c'est pas le laboratoire qui est à côté et qui fait des recherches justement sur les acidifications. Et ils m'ont filmé dans le train du climat. On avait un film d'un aquarium sain et à côté d'un aquarium affecté par l'acidification. Et ça vibrait beaucoup moins d'avoir un film que d'avoir des aquariums qui risquaient de se désintégrer et donc d'inonder les voitures dans lesquelles étaient les expositions. Voilà, donc qu'est-ce qui craignent les coraux? Le réchauffement,
Un corail, c'est l'association, la construction corallienne dépend de l'association entre une petite algue qui va attraper la lumière et qui va attraper les sels nutritifs et qui va nourrir le corail, et d'un animal qui va faire sa construction. Et bien si l'algue elle a trop chaud, et ben elle part. Et puis alors à partir de là, c'est ce qu'on appelle le blanchiment des coraux. Donc le réchauffement est un des premiers facteurs qui risque d'altérer les coraux. Ensuite, la deuxième chose, c'est le niveau de la mer, parce que si le niveau de la mer monte, la lumière pénétrera moins, pas aux mêmes profondeurs, et on a des coraux fossiles dans des endroits où effectivement avant il y avait la mer, il n'y a plus la mer, etc. Parce que l'algue elle n'aura plus la capacité d'attraper la lumière si c'est trop profond. Et bien la troisième chose, c'est comme le corail c'est calcaire, il craint aussi l'acidification. Donc les coraux, qui sont quand même la ressource première de toutes les populations intertropicales, ils sont menacés. La pénétration du gaz carbonique dans la Méditerranée se fait essentiellement par ces cheminées ici, et en particulier dans toujours le golfe du Lion. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il y fait froid à cause du Mistral et de la Tramontane, et que comme le gaz pénètre plus dans les eaux froides et que c'est très agité à ce moment-là, c'est là qu'il pénètre et après il se distribue dans le fond de la Méditerranée. C'est mesure de la pénétration du gaz carbonique dans le fond de la Méditerranée. Voilà ce qui peut se passer pour nos huîtres et nos moules. Elles sont sensibles à l'acidité de l'océan. En 2007, dans le Pacifique Nord-Ouest, au large des côtes de Californie et de l'Oregon, des millions de bébés huîtres, Crassostera et Agigas, une fois plongés dans la mer, mouraient les uns après les autres. Au début, ils se sont dit il y a un virus, et en fait, ils se sont aperçus que non. C'était parce que l'eau était trop acide. Du coup, ils chaulent la mer exactement comme on chaule un terrain en agriculture. Urbanisation et port, inutile de vous dire que quand on fait un port en eau profonde chez nous, ou quand on construit des digues et qu'on urbanise la côte, ça affecte évidemment énormément le littoral, et en particulier la biodiversité. Voilà, ça c'est pour vendre. En fait, le littoral méditerranéen, il est concerné à bien des égards. Disparition des terres agricoles, ça va 2,5 fois plus vite qu'ailleurs. La densité de construction de logements est en rapport, c'est 2,7 fois plus rapide qu'ailleurs. L'artificialisation des terres aussi, bien sûr. Et le nombre de lits touristiques est multiplié par 16,5 par rapport au reste de la France. C'est énorme. Et donc là, il y a un problème majeur. Et les navires de croisière aussi. Alors la part du tourisme méditerranéen par rapport au tourisme mondial, c'est 32%. Ça vous donne une idée de la pression qu'il y a sur la Méditerranée. Alors je sais bien, ici on n'est pas en Méditerranée, on est en Bretagne. Mais ça va venir, parce que comme il commence à faire trop chaud là-bas, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir sur nos côtes, et il faut résister à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, donc, on a des millions de réfugiés climatiques, on a des millions de déplacés à cause d'événements climatiques, typiquement Tenerife en ce moment. Vous l'entendez à la radio, les gens sont déplacés parce qu'il y a un feu. Et le feu, les méga-feux sont très très durs à lutter pour les pompiers. Et les espèces biologiques migrent si elles peuvent. Alors c'est vrai en mer, mais c'est vrai sur Terre aussi. Un arbre, ça migre pas comme ça. Donc ils sont aussi très affectés. Moi je parle beaucoup de la mer, mais regardez autour de vous, les sols pleureurs, ils ont du mal. Sur mon terrain, à l'Okirek, il est mort le sol pleureur. Une bonne petite canicule et il est mort. Voilà.